Salut Seb, comment ça va? Salut Amaury, ça va bien? En confinement? Ça va, ouais. On va parler un peu en détail du coup de ton histoire, de ce que tu as apporté. Mais d'abord, ça fait combien d'années que tu kites toi? Attends, je calcule. Depuis 2003. Ah oui, 2003, t'es arrivé sur le tard un petit peu parce que du coup, t'as commencé plus tard que les autres personnes qui étaient sur le tour mondial avec toi, non? Ouais, j'étais pas dans les tout premiers, j'étais pas dans les pionniers du kite. J'ai commencé ouais, fin 2002. J'avais 19 ans. Et tu te souviens de ta première aile que t'avais achetée à l'époque? Ouais, c'était des Norse. Deux Norse Rhino, il me semble. Ouais, c'est ça, Rhino, une 9 et une 16. Ah, ça poussait du coup. C'était puissant, c'était Wax Style. Et surtout qu'à l'époque, si je me souviens bien, toi, tu as eu une progression très très rapide parce que tu t'es retrouvé sur le tour mondial dès 2004-2005. Alors, les premières Coupes du Monde, c'était en 2005, ouais. 2005. Ouais, ça allait rapidement. Après, c'était le début du sport. Moi, je venais du windsurf et du trampoline, de la gym. Donc, le transfert entre ces sports et le kite, il s'est fait rapidement, quoi. Ouais, parce qu'à l'époque, on était au balbutiement un peu du déhooké. Ça commençait à envoyer des handle pass dans tous les sens. Et toi, tu as fait le choix, bah, du coup, de rejoindre le tour qui était le KPWT à l'époque. Où là, tu as eu des bons résultats assez rapidement, dès ta première année sur le tour mondial, non? Ouais, le KPWT, c'était un peu le tour des Frenchies. Il y avait mes potes et mes mentors à l'époque, Mika Fernandez, qui faisait ce tour. Et puis, on s'est retrouvés là-bas, du coup, avec tous les anciens, Thomas Coquelet, Anton Oriol. Je sais pas si ça vous parle, mais ça, c'était la petite équipe de l'époque où on s'amusait à faire le tour du monde et faire des compètes. Ouais, surtout, moi je me souviens à l'époque, KPWT sortait quelques vidéos là. T'avais notamment le 2004 où tu montes tout le classement là, tu remontes la double élimination là, où avec Tom Hébert et toi vous faites un hit, une finale endiablée. Tu t'es, tu t'es retapé les DVD en entier? Non, bah, j'ai un bon souvenir, je les ai regardés beaucoup quand j'étais gamin, mais je me souviens de ça encore, tu vois les images où toi tu mets un Kaido Pandle Pass, bah, j'aurais pas aimé être la planche à la réception quoi. Ouais, ben, on se donnait la réponse, hein, il fallait tout donner pour gagner, hein. C'est clair. Et c'était franchement des bons souvenirs à regarder, en tout cas, cette période-là du sport qui a été vraiment belle. Et c'est vrai que quand vous étiez venu avec Philippe à l'époque, bah, c'était la bande de copains qui venaient naviguer. Et Flo Dobos était un super ami à toi, bah, toujours d'ailleurs. Et tous les deux, vous trustez un petit peu les podiums aussi, quoi. C'était top, hein, de voyager entre potes, voyager comme ça. Ouais, il y avait une belle émulation parce que toi, tu partageais la team RD avec Mika à l'époque. Vous étiez une team de Français qui avait un sacré niveau, une sacrée émulation entre vous. Tu l'as d'ailleurs même un peu détrôné dès 2005, je crois, non? À partir de fin 2005, ouais, c'est ça, où j'ai commencé à scorer sur les Coupes du Monde. Vous vous chauffiez un petit peu là, vous aviez fait quelques trips ensemble, on se souvient là, ça envoyait un peu du steak là déjà à l'époque là. Ouais, bah, à l'époque, on n'arrêtait pas de triper ensemble, que ce soit pour les entraînements, photoshoot, puis pour les compètes, donc on passait une bonne partie de notre vie ensemble, ouais. Et du coup, tu t'es refait une session il y a pas longtemps avec Mika Fernandez ou pas? Vous êtes toujours copains depuis? Mika, il passe pas mal de temps à tester pour F1, et on se croise occasionnellement sur le spot. Ça nous arrive de partager une session ensemble, ouais. Il a toujours son style atypique, on va dire. Ouais, son style de félin, tout en légèreté, avec ses 60 kilos. À l'époque, du coup, là, pour la plupart des kitesurfers d'aujourd'hui, ils savent pas qu'il y avait deux tours mondiales. Donc, il y avait le KPWT et le PKRA. Le KPWT, où toi, tu as eu deux titres de champion du monde, où tu as dominé vraiment le tour. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus les différences qu'il y avait entre les deux? Parce que du coup, pour eux, ça paraît bizarre qu'il y ait deux tours mondiales de la même discipline, le freestyle. Ben, en fait, il y avait tout simplement deux organisations, deux promoteurs. Un promoteur français pour le KPWT, avec des étapes un peu partout dans le monde. Et puis un autre promoteur, euh, Mauricio, qui venait des US. Euh, et du coup, ben voilà, il y avait juste deux organisations, des riders qui avaient pris le choix d'en suivre un, et d'autres riders qui avaient choisi de suivre l'autre. Moi, je me suis retrouvé naturellement sur le KPWT parce qu'on avait les copains qui faisaient ça.
Et on y allait surtout par affinité. Et puis après, je me suis dirigé vers le PKRA à partir de 2008 pour me diversifier, en fait, pour voir ce qui se faisait ailleurs. Ouais, et sur le PKRA d'ailleurs, t'es arrivé, il y avait Aaron Adlo, Kevin Longuery, tout cela qu'on connaît encore aujourd'hui, et t'as même réalisé une performance que quasiment aucun Français avait fait, de faire un podium sur le PKRA. Il y avait que Étienne qui avait fait ça avant toi. Alors, les podiums sur le PKRA, ça courait pas la rue chez les Français. Euh, ouais, c'est sûr qu'il y avait Étienne qui avait scoré. Et après moi, il y a eu aussi Tom qui a gagné une étape en Australie. Tom Hébert. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, sur le PKRA, quand ils t'ont fait faire une étape en Argentine, ou même à Fuerteventura, ça devait être où tu as fait ton podium derrière, très challenging de réussir à passer les moindres manœuvres. Bah ouais, puisque tu parles de Fuerte, c'était un peu notre étape cauchemar, quoi. Tous les ans, il fallait qu'on se retrouve sur ce spot horrible avec un clapot d'un mètre cinquante, un vent plus rafaleux qu'à l'E4, et il fallait faire des tricks de wake là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, c'est là que tu as fait ton podium, non? Ouais, bah en fait, mon point fort, ça a toujours été mon taux de réussite, quelles que soient les conditions. Donc en fait, je m'en sortais pas mal dans les conditions difficiles. En fait, je m'en sortais un peu moins mal que les autres, si tu veux. Et toi, du coup, à cette époque, c'était aussi l'arrivée des ailes à bridage. Donc, on en parlait avec Philippe. Du coup, comment toi, tu as vécu l'arrivée des ailes à bridage? Parce qu'à l'époque, chez ARD, il y avait la type 7, la type 6 sur lesquelles tu as navigué. Et après, il y a eu la type 9 qui était une aile à bridage. Et ARD a fait que des ailes à bridage. Et toi, tu as été contraint, entre guillemets. Là, tu me remémores là, quelques petits souvenirs là. Euh, ouais, bah, on raidait en C-Shape pendant une bonne partie du temps. Euh, les ailes hybrides sont arrivées. Ça marchait bien pour le pratiquant lambda. Du coup, les marques voulaient pousser ça sur les ventes aussi. Donc, il y a certaines marques qui ont carrément décidé d'arrêter de faire des C-Shape, dont ARD. Donc, c'est un peu pas vraiment par choix, que j'ai dû me mettre au bridage, quoi. Et bah, on pourra toujours dire ce qu'on veut, hein. Il y a rien de mieux qu'une aile en C pour faire du freestyle, hein. Et après, au final, tu as eu gain de cause peut-être parce qu'après, ils ont refait un Sea Shepherd en 2012, la Obsession Pro. Donc, tu as dû être content de pouvoir renaviguer sur un Sea Shepherd pour les compètes de freestyle parce qu'à l'époque, c'était vraiment que du DOK le PKR. Mais j'étais assez fier de moi parce qu'en fait, quand Roberto a décidé d'arrêter le C-Shape, euh, je lui ai dit il faut continuer à faire un C-Shape. C'est l'image d'une marque, c'est le produit premium, c'est le produit qu'utilisent les pros. Et après, on vendra les autres kites. Il m'a dit non, plus jamais je referai un C-Shape. Et comme tu viens de le dire, quelques années après, il a refait l'Obsession Pro. Et bon, bah, j'avais ma petite fierté, quoi. Parce que je savais que ça allait revenir. Ouais, on en voit aujourd'hui quelques-unes, même si là, on voit les Shep hybrides reprendre une part plus importante peut-être aussi parce qu'il y a l'apparition du Big Air qui est plus important, non? Il y a des phases, en fait. Le C-Shape, par moment, est bien coté. En ce moment, c'est sûr que c'est un peu en descente. Surtout qu'on a des excellents kites hybrides, hein, comme la Dice, par exemple, qu'on a chez Duotone, qui fait le boulot en freestyle. Euh, pour un pratiquant lambda, c'est top, quoi. C'est pas un C-shape, clairement, mais c'est quand même un petit peu plus polyvalent et un feeling freestyle qui est quand même top. Et toi, comment tu vois le fait, l'arrivée du Big Air sur le devant de la scène, que le Big Air revienne en avant? Bah, en fait, pour moi, le big air, il a jamais vraiment disparu. C'est une discipline à part entière du kite aujourd'hui, mais ça fait partie de tout ce qu'on peut faire avec une aile en freestyle. Donc, ouais, je suis content de le voir réapparaître. Bon, ça fait depuis le King of the Air que le big air est bien coté. Et maintenant, en fait, même les organisateurs ont tendance à réfléchir un petit peu plus intelligemment en termes de stratégie de ce qu'on attend en compète. On va non pas imposer un style au rider, mais on va plutôt suivre les conditions qu'on a sur le moment. Si on a du vent fort, c'est bête et je trouve que c'est pas très judicieux de faire du wake style. Donc quand on a du vent fort, on peut faire du big air, c'est impressionnant, c'est beau, il y a de l'amplitude, euh, et on n'est pas obligé de s'arracher les bras en débouquet. Et à l'inverse, quand le vent est léger, ben, faire des no-foot et des cachoups dans 15 nœuds, ça n'a aucun intérêt. Et là, le wake style, il prend vraiment toute sa place parce qu'on peut faire des tricks avec du travelling énorme, quand même de la hauteur, et faire quelque chose d'impressionnant, même dans 15 nœuds, quoi. Et toi, le kite, parce que du coup, tu as vu vraiment, tu étais dans la période où le kite était vraiment
très en vue au niveau compète, hein, plus que maintenant, on identifiait plus on va dire, les leaders du tour. Euh, Comment tu vois le kite aujourd'hui, son évolution? Est-ce que tu te reconnais dedans? Et le fait que maintenant on est plus orienté, on va dire, le marketing sur le big air et sur des riders de ta génération, finalement, est-ce que tu te reconnais là-dedans et ça te paraît cohérent d'être arrivé là-dessus aujourd'hui? Pour moi, je trouve que c'est cool que le freestyle il est vraiment poussé en termes de technicité. Parfois, c'est un petit peu critiqué parce qu'on dit on comprend plus rien à ce qu'ils font. Mais le sport de haut niveau, ça a toujours été ça. Ça a été toujours poussé à l'engagement, en puissance, en technicité. Donc, l'orientation qu'avait pris avec le WKL et le PKRA, bon, et je ne sais quel autre nom parce que ça a changé d'acronyme tous les ans. Mais ce qu'est devenu le freestyle aujourd'hui, j'en suis très fier, hein, je trouve que c'est top. Je m'y reconnais un petit peu moins en termes de pratique perso, parce que c'est vrai que maintenant, moi j'ai envie de rider dans la durée et de me préserver. Donc je fais moins de freestyle en fait, clairement. Je vais faire du freestyle que quand c'est les bonnes conditions. Et ma vision perso de la pratique, en fait, maintenant, elle est hyper, elle est en fonction des conditions. Donc un petit peu comme adapter le type de freestyle en fonction de la force du vent. Mais moi, j'adapte mon sport en fonction des conditions que je trouve, quoi. Donc quand il y a du vent fort, je vais faire du kite, certainement pas en wake style, soit en big air, soit en vague. Voilà, ou alors faire de la wing. Et maintenant, je me suis aussi développé sur d'autres pratiques. Quand le vent est léger, eh ben, on va faire un petit coup de foil ou on fait du foil tracté derrière le bateau, du surf. Et puis, si je me retrouve au Brésil dans les lagunes, là, je regarde une petite gambler avec des chausses et quand même une petite Vegas, quoi. Donc, en fait, vraiment, choisir le support et les jouer en fonction des conditions. Je trouve que ça, c'est ma vision du sport pour faire dans la durée et puis pas se lasser, quoi. Diversifier un maximum les pratiques et puis se faire plaisir surtout, quoi. Et accessoirement, tes genoux peuvent plus supporter des doubles handle pass comme tu faisais à 20 ans, quoi. Voilà, et puis sans se blesser parce que si on veut faire dans la durée, il faut éviter les blessures. Du coup, maintenant, en aile, alors tu navigues plus en aile à bridage, du coup, maintenant? Et ben justement, en fait, je navigue avec tout. Je navigue avec une Néo si je veux faire un petit coup de foil ou des vagues. Une Vegas, quand c'est flat et que le vent est régulé entre 15 et 25 nœuds, c'est top. En big air, je vais rider soit en Evo, soit en Rebelle. Et puis voilà quoi, hein, on utilise un petit peu tout. En foil, il y a la mono qui est top aussi. Hyper légère, hyper facile à rider, qui tourne sur elle-même, c'est un petit jouet quoi. Bon, après, on peut pas tous avoir beaucoup de kites, mais quand tu vois une Evo, par exemple, aujourd'hui, qui permet de tout faire les disciplines à peu près, excepté le freestyle peut-être, déhooker beaucoup, mais c'est bien quand même, tu trouves ça bien d'avoir maintenant une aile tout-terrain, bah, comme était l'obsession à l'époque où tu naviguais, hein, qui permet vraiment de tout faire. Bah c'est top, c'est top parce que évidemment quand je suis à la maison, j'ai pas mal de jouets, je peux jouer un petit peu avec tout. Mais quand je pars en voyage, il faut bien choisir un jouet. Et justement, tu parlais de la Evo. Là, pour mon trip que j'ai fait dans le Pacifique cet hiver, ben, en fait, j'ai pris trois Evo et ça marche tout le temps pour tout faire, quoi. Du foil, du freestyle, du big air, de la vague. C'est vraiment le kite universel à tout faire. Et je trouve que c'est génial qu'on ait un produit comme ça, ouais. Ouais, parce qu'avant, on n'avait pas, mine de rien, si tu te souviens bien, l'obsession, elle était en cinglates. Pour faire de la vague avec, c'était assez compliqué, hein, j'imagine. On va toujours avoir une petite prédominance. Si tu veux, comme tu disais, la Evo, si on veut faire du 80% de freestyle déhooké, c'est peut-être pas le kite à choisir, quoi. Tu vois, il faut peut-être prendre plutôt une dice. Donc, il faut toujours trouver ton ratio entre le nombre de pratiques que tu vas faire, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est jamais évident, mais bon, quand on voit d'où vient le sport et avec quoi on naviguait, j'imagine que tu dois être content maintenant d'avoir des trucs un peu mieux que les rhinos, quoi. Ah ouais, bah non, mais c'est clair que là, le sport, il s'est démocratisé et on a du matos magique hein, maintenant pour faire notre sport. Là, aujourd'hui, c'est vraiment arrivé à maturité, entre guillemets, sur l'échelle, même si ça évolue chaque année, on peut le noter quand même. Mais globalement, là, tu prends n'importe quel kite, entre guillemets, t'es sûr, nous, on est sûr, du moins, de pouvoir s'éclater, quoi. Ouais, en termes de feeling, c'est sûr que maintenant, on est arrivé à cette maturité. Et moi, je pense que l'évolution, elle va plutôt maintenant être sur de la technique pure construction, matériaux. C'est plus vers ça que va tendre l'évolution.
Et comment toi, tu as pu combiner ta reconversion parce que tu as arrêté quand les compétitions et d'être rider pro? Rider compète, on va dire, j'ai arrêté en 2012-2013 d'arrêter de courir sur les Coupes du Monde. Et après, j'ai continué à faire quelques étapes, euh, on va dire, pour le plaisir, sur des trucs comme les Wave Games ou le Mondial du Vent, quand c'était pas encore le GK. Des compètes plus pour le plaisir. Ou alors continuer à faire le défi kite en course, quoi. Du coup, tu as eu quand même le petit frère Valentin qui a pris le flambeau, hein. C'est quand même pas mal d'avoir, quand toi t'es arrivé sur la fin de carrière, d'avoir que tes parents ont assuré le suivi de la dynastie Garin, on va dire, dans le kite en France. C'est ça, bah, c'est resté dans la famille. Après, comme on a 10 ans d'écart, on est vraiment une génération d'écart. Donc, il a pris le flambeau et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs Français. Ah ouais, c'est clair. Même, tu vois, on est étonné de voir qu'Aronaldo est moins connu par les nouveaux, alors qu'il a été un monument du kite sur toute ta génération à toi. Il n'y avait pas de match souvent, quoi. Que maintenant, on pourrait dire qu'on a changé de génération, quoi. Euh, Tous les nouveaux qui sont mis au kite il y a moins de 5 ans, bah, en fait, ils savent pas ce qu'on a vécu, quoi. Ils savent pas ce qu'était le kite au début. Donc, c'est bien de faire un peu d'historique et de leur remémorer, faire un peu d'informations, quoi. Comme ça, c'est top. Parce que du coup, après, là, derrière, tu t'es reconverti et tu fais coach et prof, hein, c'est ça maintenant que tu fais? Ouais, alors j'ai plein de casquettes dans le kite. J'ai monté une école en 2016 à Montpellier, donc c'est Ride Academy. Ça, c'est devenu mon business en fait et ma plus grosse activité. À côté de ça, je suis aussi entraîneur de l'équipe de France. Donc ça, c'est ponctuel. J'accompagne l'équipe de France sur des compètes pour du coaching et de l'accompagnement. J'ai aussi un centre d'entraînement pour les jeunes à l'année, ici à Montpellier. Donc ça, c'est lié à mon école. Donc des entraînements 2 fois par semaine, plutôt en freestyle. Et puis j'ai fait de l'organisation d'événements aussi, donc championnat de France, le Fizzwater. Voilà, donc pas mal de rôles dans le kite. Et puis en plus, avec du automne, donc on va dire, mon contrat de rider, c'est un peu étoffé. Je suis rider, donc toujours pour du automne, et team manager pour la France. C'est pas mal quand même, c'est une belle reconversion. On va dire que tu restes quand même bien connecté au kite et à tous tes amis dans le kite finalement. Ouais, bah c'est top, hein. Déjà, ça occupe une après-carrière. Et puis ça fait vivre, hein, aussi, faut pas se le cacher. Et c'est cool de rester dans ce que t'aimes. Tu regardes un peu tes vieilles vidéos depuis ou ce que tu faisais avant ou plus du tout? Bah, c'est marrant parce que du coup, avec ce confinement, je me suis mis à ranger quelques disques durs, quelques ordi là. Et je suis retombé bah, déjà, je suis retombé sur votre vidéo qu'on avait tournée en Bretagne avec Flo et Philippe, qui m'a remémoré des bons moments. Et puis, je suis retombé sur plein de vidéos de l'époque, sur mes débuts, sur, euh, ouais, c'était quoi, 2004, 2005, 2006. Top, ça fait plaisir d'avoir regardé tout ça, quoi. Ah bah c'est cool en tout cas d'avoir remémoré tous ces moments. On va bah du coup merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et de toute façon, il n'y a qu'une adresse pour le kite, c'est ataoride.com. À très bientôt sur ataoride.com.